Oui, du coup, donc bonjour à tous sur cette nouvelle émission de Welcome to New Work. On a la chance d'accueillir Cédric, qui est l'auteur à l'origine de la fresque du climat. Il vous en dira plus. Alors, Welcome to New Work, l'intention, elle est très simple. En fait, c'est de vous inspirer avec des pionniers qui contribuent en fait, à changer le monde sans changer le travail, pour vous inspirer au quotidien et vous permettre à vous aussi de faire la différence et de faire bouger vos organisations. Euh, le but étant d'avoir un échange très interactif. Donc, vous allez pouvoir poser des questions en fait tout au long à Cédric, que je vais pouvoir soit reprendre si elles viennent alimenter la discussion qu'on aura à deux, soit qui seront des questions qu'on peut-être à la fin. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, comme vous l'invite Héloïse dans le chat, à présenter en fait vous présenter votre organisation, votre poste, et puis surtout ce que vous attendez de cette discussion, parce qu'on va se servir de ces petits éléments pour nourrir l'échange qu'on aura avec Cédric. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous présenter. Et du coup, moi, je vais pouvoir donner les exemples. Donc, je suis Félix, je suis à l'origine du projet Vendredi, et du coup, j'ai le rôle d'animateur de cet échange avec Cédric. Voilà. Et mes attentes par rapport à la discussion, c'est d'apprendre énormément de choses à titre personnel sur les enjeux du réchauffement climatique et puis même sur le modèle d'organisation de la phase du climat, parce que je pense que ça peut être super intéressant pour le projet Vendredi pour nous. Donc je suis super curieux de cette dimension-là, Cédric. Voilà, voilà mes Ok, attentes de mon côté. ça marche. Euh, merci Philippe et Manon d'avoir partagé les éléments. Euh, Alors, le nombre de participants augmente encore. Tu me dis quand tu veux qu'on démarre. je pense qu'on va démarrer dans une ou deux minutes. Il y a Thibaut qui vient de se présenter, Manon et Philippe. Euh, voilà. Et, et donc voilà. Hop, hop, hop. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vous intéressent tout particulièrement. J'ai vu que Thibaut Deltavé était très intéressé par la question du déploiement de la fresque en entreprise. On en parlera, Cédric. Du coup, comment on peut mettre ça en place. Mais n'hésitez pas à nourrir de vos questions avant qu'on commence. Euh, voilà. On a déjà des fans, Cédric, Zara qui a adoré faire une fresque. Voilà. Euh, Envie d'en faire plus. Elle est très très optimiste, c'est encore possible. Donc ça c'est super important, ça fait plaisir parce que les nouvelles sont pas toujours bonnes. Mais on va commencer du coup. Et Cédric, en fait, je sais pas si tu nous entends bien toujours, ouais, de ton côté. Ah ouais, je t'entends, ouais. Parfait. Du coup, on va pouvoir commencer. Et moi, ma première, en fait, on va avoir une interview en plusieurs grandes parties. Et cette première grande partie, c'est un peu ton parcours. Mais qui es-tu, Cédric? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer la fresque? Et qu'est-ce qui te donne envie de te lever les lundis matins? Merci. Et déjà, alors, merci pour l'invitation. Et puis surtout, j'aime beaucoup le pitch qui est de dire changer le monde sans changer de travail. Alors, peut-être pas sans changer le travail, parce que ça, c'est changer le travail. Mais sans changer de travail, c'est hyper important parce que moi, il y a souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais, j'ai pas de sens dans mon travail, j'ai envie de quitter ma boîte et vers quoi je vais, vers quoi est-ce que tu me conseilles d'aller? Et ceux qui ont encore plus d'impact, c'est ceux qui disent mais moi, je suis dans cette boîte, et ben, je vais changer les choses de l'intérieur de la boîte. Et ça, c'est encore plus puissant de se dire ça. Donc, ta question, c'était quel était le déclic pour moi? Oui, qui es-tu? Quel a été ton déclic qui t'a Ouais, qui t'a lancé dans cette aventure? Et, ouais. euh, et ma dernière question, c'est qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Voilà. Ouais, ok. Alors moi, le déclic, ça date il y a un peu plus de 10 ans. Alors clairement, c'est les conférences de Jean-Marc Jancovici que j'avais vues sur Internet dans un premier temps. Puis après, je suis allé le voir en live, entre guillemets, donner des conférences au grand public. Et puis, un jour, j'ai décidé d'en faire mon métier. Alors ça a été progressif. Il y a eu une prise de conscience de semaine en semaine à force de voir ce genre de conférences. Et puis, un jour, j'étais donc le vrai déclic, en fait, il y a eu un moment précis, c'est que j'étais en vacances, alors à l'autre bout de la planète. C'est la dernière fois que j'ai fait un gros tas de carbone à titre perso. J'étais près de Bali, sur les îles Gili,
qui sont des îles toutes petites, pas du tout autonomes en quoi que ce soit. Donc l'eau potable vient du continent, le pétrole vient du continent, et donc on vit au jour le jour le fait que les ressources sont limitées parce qu'on est sur une île. Donc l'électricité tombe en rade plusieurs fois par jour, l'eau du robinet est saumâtre, donc voilà, on le touche du doigt. Et moi, ça faisait plusieurs semaines que j'étais bercé de ces discours jancovicistes sur la limite des ressources, sur le climat, etc. Et là, de le vivre tous les jours, je me suis dit, il y a un truc à faire avec ça. Déjà, il y a du boulot pour un ingénieur parce qu'il y a plein de questions techniques qui se posent autour de ces sujets. Et ça a été le déclic au sens où j'ai pris la décision cette semaine-là que ça allait être mon métier. Je savais pas encore du tout comment, hein, mais je me disais, je veux travailler là-dedans. Jusqu'ici, je faisais de la gestion de projet informatique en consultant indépendant, j'étais hyper bien payé. Et je me suis dit, ben, il faudra, à terme, je vais en faire mon métier de travailler sur le climat. Voilà, ça s'est fait comme ça, à l'autre bout de la planète. Donc, c'est un bilan carbone aller-retour à Bali qui aura peut-être été amorti, j'espère, plus tard. Et un an plus tard, j'ai arrêté de prospecter dans le domaine dans lequel j'étais et je me suis mis à lire les rapports du GIEC. Et ensuite, j'ai postulé chez Carbone 4 pour bosser avec Jean Covici et il m'a dit Carbone 4, non, mais par contre, je te recrute pour diriger le Shift Project. Et donc, pendant 6 ans, j'ai bossé au sein de cet organisme qui fait du lobbying d'intérêt général. Donc, 6 ans pour approfondir mes connaissances sur le sujet, faire également un carnet d'adresses hyper intéressant dans le monde de la transition, des experts sur le climat. Et puis c'est pendant cette période-là qu'en marge du Shift, j'ai créé la fresque au cours des cours que je donnais régulièrement. Et en quittant le Shift, j'avais plusieurs projets, dont la fresque, et ça, c'est celui qui a vraiment décollé. Et aujourd'hui, ce qui me fait lever le matin, c'est ça, c'est de me dire, je me sens une véritable responsabilité d'avoir créé ce truc, et il se trouve que ça marche. Là, maintenant, je me sens la responsabilité de l'amener jusqu'au bout et d'aller jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin, parce que tout le monde aura compris au moins cette phase-là, puis on sera en train de bosser sur d'autres choses. Voilà. Super clair, merci beaucoup. Et du coup, il y a eu un message de Martin dans le chat sur les cours de Jean Covici, qui est un phénomène, et les cours des mines qui sont vraiment un must-see si vous voulez vous informer sur le sujet. Et en plus, ils sont pédagogues et sympa à regarder. Donc, enfin, c'est un style, mais voilà, c'est accrocheur. Ça fait partie de ma formation à l'époque. Les 20 heures de cours de Janco aux mines que j'ai vu et revu une deuxième fois quelques années plus tard parce que c'était toujours bon de se rafraîchir la mémoire. Et il les a renouvelés récemment. Il a refait une captation d'encore meilleure qualité. Donc, voilà, c'est vraiment à regarder. Et si les 20 heures vous font peur, il y a aussi des formats plus courts pour commencer par une demi-heure ou 1 heure. Du coup, super intéressant parce que tu as dit ce truc, la fraise du climat. Et c'est quoi ce truc? C'est quoi la fraise du climat? Tout le monde ne connaît pas. Il faut faire attention à ne pas. Je vais le présenter rapidement. Du coup, en effet, tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, c'est un outil pédagogique qui permet de se former sur le changement climatique. Et c'est organisé sous la forme d'un atelier interactif collaboratif avec plusieurs personnes. Donc, on met 5-7 personnes autour d'une table avec un animateur pour plusieurs tables en vrai. Et on leur donne des cartes et il faut remettre ces cartes dans l'ordre des causes et des effets. Donc, c'est un format que j'avais testé à l'époque, c'était en 2015, avec les étudiants que j'avais sous la main. Ils étaient 5 à passer une journée avec moi sur le climat. Et j'avais testé ça avec quelques pauvres graphiques imprimés sur des demi A4. Et j'avais vu que sur le plan pédagogique, ça marche vachement bien. J'ai écouté la discussion de ces étudiants qui mettaient les cartes dans l'ordre et en écoutant leur discussion, je comprenais que ce qui se passait dans leur tête, c'était exactement ce qu'il faut pour comprendre le changement climatique. Donc, j'ai amélioré l'outil d'année en année et aujourd'hui, il a la forme qu'il a. Donc, c'est ce travail de mettre les cartes dans l'ordre des causes et des effets avec des informations au dos des cartes, c'est une façon de bien comprendre le sujet d'un point de vue intellectuel. On passe 1h30 là-dessus. Ensuite, on a une demi-heure pour décorer la fresque qu'on a faite. Donc, on va repasser les flèches en couleur, on va choisir un titre, on va faire des dessins. Donc, c'est une phase plutôt créative qui a plusieurs avantages. Ça permet déjà de faire marcher une autre partie du cerveau. C'est un côté team building, collaboratif, un côté sympa pour jouer sur le côté team building de l'équipe. Et puis, en vrai, ça permet aussi d'exprimer les choses qu'on n'aura pas exprimées à l'oral. Il y a des choses qui sortent par le dessin.
Et donc, quand on fait la fresque et qu'on pose les dernières cartes, c'est dur, hein, c'est les famines, les conflits armés, les réfugiés climatiques. Donc, on se dit, waouh, l'effet que ça fait de faire la fresque, c'est qu'on se dit à la fin, ah ouais, j'avais entendu parler du climat, mais je ne savais pas que c'était aussi grave que ça. Et donc, on pose les dernières cartes et c'est assez angoissant. Et du coup, le dessin peut être une façon d'exprimer les choses. Et on voit des gens qui dessinent la terre en train de pleurer, la terre en train de brûler. Et c'est une façon de dire leur douleur, d'avoir appris ces mauvaises nouvelles. Donc, ça participe de la thérapeutique, j'ai envie de dire, autour de ce moment douloureux. Et puis surtout, après, on passe 1 heure à discuter des solutions. Alors, 1 heure est largement, évidemment, insuffisant. Hein. C'est pas en 1 heure qu'on va sauver le monde, mais au moins, en 1 heure, on se dit, OK, on a fait le constat, il est dur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on évoque chacun, à son niveau, les idées qu'on a, les pistes qu'on a pour améliorer les choses, réduire notre empreinte, lutter contre le changement climatique. Et évidemment, c'est loin d'être suffisant. Mais ce qui doit se passer, quand on ressort de la fresque, il faut que ce soit en se disant, j'ai compris qu'il y avait un sujet et maintenant ça va occuper une bonne partie du reste de ma vie et la prochaine étape c'est quoi? Et puis après, il y a 10 000 prochaines étapes, ça dépend de chacun. Et voilà l'objectif, c'est de mettre les gens en mouvement. D'accord, super clair. Et du coup, en fait, pourquoi la sensibilisation elle est clé sur ce sujet-là et après j'ai une seconde question, c'est comment en fait ce format en fait il est venu et comment tu l'avez fait évoluer petit à petit pour dire en fait il est pertinent et en fait ces heures-là elles sont très très précieuses. C'est une question. Ouais, le système, l'outil, il est pertinent et ça, il l'a montré. En fait, moi, j'ai pas fait exprès de créer la fresque. J'ai testé un format, ça a marché. Et puis, bon, après, je l'ai amélioré. J'ai peut-être mis un petit peu d'intelligence dans le fignolage à la fin, mais je l'ai découvert un peu par hasard, ce truc. Et maintenant qu'il marche, il faut l'exploiter à fond. Ta question, juste avant, c'était… Ma question, c'était pourquoi la sensibilisation est importante et surtout comment vous savez que via le process que vous avez, en fait, ça marche. Parce que moi, c'est 2 questions assez liées, c'est-à-dire. Alors, pourquoi c'est important? Je pense que depuis 30 ans qu'on est au courant des histoires de changement climatique, on ne passe pas suffisamment de temps à l'expliquer. Alors déjà, ceux qui font le constat, c'est les scientifiques. Les scientifiques, ils font de la recherche, à un moment donné, ils font la synthèse de la recherche à travers les rapports du GIEC. Et on ne peut pas leur demander beaucoup plus que ça. C'est pas à eux de faire la sensibilisation, de faire la vulgarisation sur le climat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas qu'on entend. Ensuite, sur qu'est-ce qui permet de dire que c'est aussi important que ça? Je pense qu'on a raté une occasion très importante d'avancer sur les questions de sensibilisation. Parce que, en fait, quand on commence à connaître le sujet, eh bien, on sous-estime le fait que autour de nous, les gens ne sont pas au courant. Et ça, en fait, je l'ai réalisé assez récemment. Et puis, je l'ai réalisé notamment parce que des scientifiques ont bossé sur sur ce sujet et qu'ils l'ont mis en lumière. Et donc, c'était dans les années 99. Donc, ça fait longtemps qu'on le sait, mais ça fait peu de temps qu'on a ressorti cette étude et qu'on en parle. Donc, moi, j'en ai entendu parler notamment par Étienne Klein qui s'exprime pas mal sur ce sujet. C'est l'effet Dunning-Kruger, du nom des 2 psychologues qui ont mis ça en lumière. L'effet Dunning-Kruger, ça dit quoi? Ça dit que quelqu'un qui ne connaît pas bien un sujet a tendance à surévaluer ses compétences sur le sujet. Et donc ça, on l'a vu à plein d'occasions. Hein. Et notamment, et quelqu'un l'illustre avec ce que disent les Français sur la crise sanitaire. Ils ont tout le monde a un avis. On est 65 millions de Français, on est 65 millions d'experts improvisés sur le climat, sur la crise sanitaire, et chacun a son avis sur la chloroquine et je ne sais pas d'autre. Alors que les vrais scientifiques eux-mêmes, ils savent eux qu'on ne sait pas. Voilà. Donc quand on connaît bien un sujet, on connaît le niveau d'avancement, le niveau de connaissance et d'ignorance qu'on a sur un sujet. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans le rapport du GIEC. Hein. Le rapport du GIEC, à chaque phrase, ça précise à quel point on sait et à quel point on ne sait pas les choses. Donc voilà, premier point, ceux qui ne connaissent pas un sujet ont tendance à surévaluer leurs compétences et sous-évaluer celles des autres, hein, parce qu'évidemment, les Français qui se prononcent sur la chloroquine, ils imaginent que les médecins eux-mêmes, les scientifiques, n'y connaissent rien. Et il y a un effet symétrique
qui est que quand on connaît bien un sujet, eh bien, on sous-estime ses compétences. Déjà parce que tout simplement, on connaît l'ampleur de notre ignorance. C'est ça la qualité d'un scientifique. Et puis, on surestime surtout la connaissance des autres. Et c'est ça le point, en fait. C'est qu'à partir du moment où, quand on connaît un sujet, on surestime la compétence des autres, eh bien, on estime qu'il n'y a pas besoin d'aller leur expliquer. Et sur le climat, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ce qui se passe avec le climat, on est persuadé que tout le monde autour de nous est au courant. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et je me rappelle d'un moment très précis, c'est une anecdote rigolote. Je donnais une de mes toutes premières conférences sur le climat, c'était donc en 2009. On était 10 copains on était chez un pote sur son écran plat, et je déroulais mes PowerPoint, et à un moment donné, je leur dis, alors je crois que j'étais en train de leur parler de la concentration en CO2, donc voilà, je leur explique qu'on est à 390 ppm aujourd'hui, ça a augmenté depuis. Hein. Et au moment où je prononce ces mots, je me dis, mais qu'est-ce que je leur dis là? Tout le monde le sait que la concentration en CO2, c'est 390 ppm. J'étais vraiment persuadé que j'étais en train de leur dire un truc qu'ils savaient tous. C'est dingue, parce que moi, un an avant, je ne le savais pas. Donc, voilà, j'ai vécu, moi, très concrètement, cet effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire que j'étais devenu un peu expert d'un sujet, et déjà, j'étais en train de pêcher en pensant que tout le monde était au courant, alors que pas du tout. Voilà. Eh ben, je pense que ça, on le vit tous. Tous ceux qui bossent sur les questions de climat vivent ce truc-là, vivent le fait qu'ils surestiment le niveau de connaissance et de conscience des autres concitoyens. Eh ben, il faut bien se rendre compte que non, il y a encore énormément de travail. Eh ben, il y a énormément de travail au point que ça doit être la priorité des années à venir, que de continuer de bosser sur la sensibilisation, la formation et l'information sur le changement climatique. C'est super clair et c'est tout l'enjeu de transformation culturelle et de comment on fait pour informer le plus grand nombre. Donc toi, tu penses que c'est ça le défi principal encore aujourd'hui sur le sujet climatique? Ah oui, et pour un paquet d'années. D'accord. C'est extrêmement intéressant l'effet que tu mentionnais. Je ne veux pas l'écorcher. Tu peux me redonner le nom? Dunning-Kruger, ouais. Parce que en fait, il se déroule un peu tout le temps dans nos vies, même en fait, même en entreprise, quand on a acquis un savoir, on oublie le temps qu'il a fallu pour l'acquérir, et on part du principe que c'est un acquis pour tout le monde. Et du coup, en fait, ces mécanismes-là se passent à peu près sur tous les sujets. Et c'est tout l'enjeu de conscientisation et de formation qui est clé, surtout en fait après les combats de société, comme la question de l'égalité femmes-hommes, la question du handicap. Enfin, en fait, il y a plein de choses où on se rend pas compte que pour des personnes qui sont même pas conscientes du problème, et donc en fait peuvent pas le faire évoluer. Et en tant qu'expert, même si on est responsable RSE de son entreprise, des choses comme ça, on peut pas se rendre compte du gap de juste sensibilisation et information sur tous ces sujets. Donc c'est extrêmement riche. Comment vous mesurez ou comment vous savez que ça fonctionne, la fresque, dans cet objectif de sensibilisation, au-delà de la dissémination très rapide? Parce que tu me parlais d'une croissance, vous faites x5 chaque année depuis combien de temps? Bah, depuis 2 ans et demi. En fait, 2 ans et demi, c'est bientôt 3 ans en fait maintenant. C'est le moment où j'ai compris que cet outil pouvait passer à l'échelle, et où j'ai vraiment commencé à passer du temps dessus, et à créer une communauté d'animateurs. Et donc depuis ce moment-là, c'est un doublement tous les 5 mois, et ce qui fait qu'en un an, on fait à peu près x5. Ça fait combien de personnes, du coup, en quelques chiffres? Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 100 000 personnes, il y a plus de 100 000 personnes qui ont joué à la fresque. Alors, 100 000, c'est sur la base de ce que les animateurs ont déclaré dans le formulaire qu'on leur demande de remplir. Hein. La réalité, elle est probablement largement au-dessus de ça. Donc, plus de 100 000 personnes qui ont joué, 5 000 animateurs qui ont été formés, une bonne partie d'entre eux qui sont actifs, et les chiffres continuent comme ça. Donc, on aimerait même atteindre le million, qui est l'objectif depuis le début. On aimerait atteindre ce million avant la fin de l'année, si possible. Donc, ce qui fait qu'on aura mis 4 ans à passer de 1000 à 1 million. Donc, c'est un gros gap, hein, 1000 à 1 million, ça veut dire fois 1000. Et donc, une fois qu'on aura atteint le million, on se posera la question de comment est-ce qu'on fait pour atteindre le milliard. Et c'est vraiment c'est plusieurs ordres de grandeur de différence. Il ne faut pas confondre 1 million et 1 milliard. 1 million de secondes, ça fait 11 jours. 1 milliard de secondes, ça fait 31 ans. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, je reviens à la question initiale, c'est comment vous savez que ça fonctionne sur ces plus de 100 000 personnes qui ont été sensibilisées? C'est les gens qui le disent, en fait. C'est les gens qui ont joué. Une partie d'entre eux deviennent animateurs parce qu'ils ont envie de participer au projet. Une partie d'entre eux, au bout de quelques temps, quittent leur boulot parce qu'ils n'ont pas de sens et ils ont envie de faire autre chose. D'autres, au contraire, restent dans leur boulot, restent dans leur job actuel
et se mettent à faire du lobbying en interne pour faire des fresques, par exemple, et puis pour monter des projets autour du climat, monter une communauté en interne, sous-marine éventuellement, pour bosser sur ces sujets-là. Donc, ça déclenche vraiment des choses dans la vie des gens, et ils nous le disent. Voilà, c'est comme ça D'accord. qu'on fait. Et vous faites de la mesure d'impact avec, enfin, On a, sur on a, cette base pour les on a un projet de recherche qui est en cours pour évaluer ça. D'accord. Et donc, à la fois pour mesurer l'impact actuel et puis également pour voir comment est-ce qu'on pourrait augmenter encore l'impact. D'accord. Et peut-être est-ce que ce qui, à mon avis, va passionner toutes les personnes là qui s'intéressent à ces sujets de transformation en fait sociétale et de comment on peut donner le pouvoir à chacun d'agir. C'est quoi les ingrédients clés qui font que la fresque a connu ce succès? Je crois qu'il y a une grosse partie du succès du déploiement qui est due au mode d'organisation qu'on a mis en place. Donc, en fait, on s'est inspiré du mode d'organisation du parti pirate suédois, donc le gars qui a lancé ce parti a formalisé sa méthode dans un ouvrage qui s'appelle Swarmwise et je vais l'écrire pour ceux qui veulent chercher ça. C'est donc la sagesse de l'essaim, de la ruche. Et c'est basé autour de la duocratie, c'est-à-dire que c'est ceux qui font qui décident. Et puis c'est ceux qui décident qui font aussi. Hein. Ceux qui proposent des idées, ils sont les premiers à s'en emparer. Et puis quand on est en mesure d'agir, on est en mesure de décider. Et donc c'est ceux qui font les choses qui sont les plus légitimes pour décider ce qu'ils font et ce qu'il y a à faire sur leur dossier. Donc le but est d'avoir un niveau de décision qui est pris le plus proche possible du terrain, qu'il n'y ait pas de goulet d'étranglement au niveau de ceux qui ont lancé le projet tout en haut. Et puis, il y a un certain nombre de principes, d'ingrédients dans la recette qui sont notamment le fait d'être sur un objet qui est très identifié et qui est unique. Nous, la fresque du climat, on travaille sur la fresque du climat et c'est tout. On n'est pas, on fait du lobbying, mais autour de cette idée très simple et très précise, qui est que la sensibilisation sur le climat est une brique importante de la transition. On fait un lobbying sur ce point-là. Mais ensuite, on n'est pas en train de préparer les scénarios de la transition de demain, on n'est pas en train de s'exprimer sur tous les sujets qui constituent la transition carbone. Par contre, après, on s'interface avec ceux qui portent d'autres projets et puis on fait la promo de leurs idées. Donc ça, c'est un critère important d'avoir, être sur un objet identifiable, simple et unique. Et puis ensuite, ce mode d'organisation très délocalisé avec des modes de décision. Donc notamment, on se base sur un principe qu'on appelle la règle de 3. C'est-à-dire s'il y a 3 personnes qui pensent que une idée est bonne, ils peuvent se lancer et la mettre en œuvre, quitte à ce que cette idée implique un peu l'association. Mais c'est un principe de gouvernance et de décision qui est en fait assez puissant et qui ne permet pas tout et n'importe quoi, parce que trouver 3 personnes qui à la fois se sentent légitimes pour décider et sont d'accord avec une idée, c'est pas facile. Donc si l'idée est bonne, on les trouve. Si l'idée est un tout petit peu foireuse, en général, ça ne passe pas. Et donc, jusqu'ici, la règle de 3 qu'on a mis en place n'a jamais été prise en défaut et elle est utilisée très largement pour prendre un maximum de décisions. On est donc sur un mode d'organisation qui est hyper agile et hyper efficace. Et je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a réussi à grandir aussi vite. Et cet enjeu de grandir aussi vite, il est important puisque derrière, ça a un impact sur la prise de décision globale, sur les questions de climat, sur la sensibilisation du public, sur à terme le rôle des politiques, le rôle des entreprises dans ces sujets-là. Et donc non seulement on a mis en place ce système de fonctionnement pour nous, mais on aimerait qu'en plus, il puisse se diffuser dans les associations avec lesquelles on travaille et même dans les entreprises qui mettent en place des fresques du climat pour que le projet fresque dans ces boîtes-là et le projet même transition dans ces boîtes-là se déploie avec la même agilité et la même vitesse d'accélération. D'accord, oui. Passionnant. Du coup, en fait, les 3 principes, c'est un produit hyper simple et réplicable et unique.
Du coup, une organisation très décentralisée qui s'inspire en fait sur la duocratie et une règle de 3 de gouvernance pour la prise de décision. Enfin, ce que tu évoquais. Et moi, ma question, c'est que s'il y a dans la règle de 3, les gens doivent rester sur l'objet de la fresque, dans ce qu'ils proposent et ce qu'ils mettent en place. Ouais. Bah oui, enfin, tant qu'ils sont, s'ils sont s'ils agissent dans le cadre de l'association de la fresque, eh ben, c'est pour faire des fresques. Voilà, après, il y a quelques grands principes qui ont été édictés et qui sont au-dessus de la règle de 3, mais sinon, une fois qu'on est dans ce cadre-là, il faut que les décisions puissent être très décentralisées. Du coup, je vais reprendre quelques questions là sur est-ce que sur la fresque, il est possible de faire un mélange de présentiel et de distanciel? Alors, le mélange, c'est très compliqué. Donc, la fresque existe en distanciel depuis le premier confinement. On a été hyper réactifs. En une semaine, on était opérationnel. Mais là, par contre, les deux en parallèle, c'est très compliqué. Moi, je sais pas faire. Et il y a une question sur la question des e-learning, qui est un autre moyen d'apprentissage. Est-ce que ça fait partie pour l'association des objectifs? Alors, on compte beaucoup sur le e-learning, non pas pour faire la fresque. Alors, elle a lieu en mode connecté à distance, mais c'est avec un animateur. On n'a pas prévu de faire des fresques en solo, ça fonctionne pas. Il y aura pas la magie de l'intelligence collective pour apprendre. Par contre, on mise beaucoup sur le e-learning pour former les animateurs de la fresque. Donc déjà, il y a la formation à l'animation, elle est disponible sous forme de MOOC, elle est en rodage en ce moment. Et puis ensuite, une fois qu'on est animateur, l'association propose aux animateurs de monter en compétences via un certain nombre de MOOC. Donc le premier niveau a été développé en partie, et puis les autres sont à venir. Et là, on compte vraiment dessus parce qu'il faut, voilà, pour passer à l'échelle, il faut des outils comme ça qui permettent de déployer très vite. Et du coup, il y a une question sur votre passage à l'échelle. Aujourd'hui, vous êtes dans quel pays? Et il y a une question sur comment adapter votre modèle dans des pays où la conscience environnementale n'est pas forcément la même. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, ma question, c'est, il y a des questions sur, en fait, tu viens d'évoquer la question de la réplicabilité et en fait de grandir rapidement. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous êtes présent, enfin, dans quel pays êtes-vous présent aujourd'hui? Et comment vous abordez le développement international? Et après, comment vous, du coup, vous abordez l'adaptation de la fresque à des enjeux de culture et de conscience climatique qui sont plus ou moins développés? Ouais, alors sur l'international, on a démarré parce que on a démarré déjà en faisant la traduction de la fresque dans plusieurs langues. Alors, tu vois, le principe de la duocratie, ça s'est fait de la façon suivante. Depuis 2 ans et demi que le projet se déploie, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais est-ce que la fresque, elle existe en allemand, en italien, etc. » On leur dit « Non, pourquoi tu parles cette langue ?» Eh ben, vas-y, tiens, on t'envoie le fichier de traduction. Et c'est comme ça qu'on a eu des traducteurs dans toutes les langues qui étaient natifs d'une langue et qui nous ont proposé des traductions. Donc, il y a plus d'une vingtaine de langues qui ont été traduites aujourd'hui. Et puis, on a également trouvé des référents dans différents pays, des contacts locaux qui sont formés à l'animation, quelquefois qui sont même formateurs eux-mêmes pour former d'autres personnes. Et ils sont en train, chacun à leur niveau, de déployer. Donc, dans ces différents pays, ils en sont là où était la France il y a 2 ans et demi ou 3 ans. Voilà, donc avec un démarrage en douceur. Et puis, on compte également sur la prochaine COP pour être présent. Et là, pour créer des contacts au niveau international, mais qui seront un cran au-dessus. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on était allé à Madrid pour la dernière COP, on s'est fait des contacts au niveau de jeunes qui étaient dans différents pays, de militants. Là, la prochaine fois, l'idée, c'est bien d'arriver à la COP en étant dans les valises des négociateurs français ou de quelques ministres français, pour qu'ensuite, ils aillent nous présenter à leurs confrères dans d'autres pays et qu'on attaque par le haut en leur disant, écoutez, voilà, nous, en France, on a touché 1 million de personnes en 4 ans. Chez vous, on propose de le faire en 2 ans. Si vous vous y mettez, si vous avez un peu de volonté, c'est faisable. Voilà, un pays de quelques dizaines de millions d'habitants. En 2 ans, on les fait jouer à la fresque. Nous, on sait faire. Voilà, on sait vous accompagner là-dessus. Donc l'idée, c'est pour passer à l'international à grande échelle, c'est de miser beaucoup sur la prochaine COP et d'attaquer les pays par le haut si possible pour que ça aille encore plus vite.
J'ai en fait plein d'autres questions et je vois le temps qui passe, donc c'est assez passionnant et on va faire attention de bien le conserver. Il y avait une autre question du coup, je vais pas répondre à toutes, mais sur le business model, peut-être qu'on en parlera pour inspirer des dirigeants associatifs. La question, pour moi, comme l'axe, c'est principalement de se dire comment on change en fait le monde sans changer de travail, c'est par rapport aux enjeux climatiques, il y a un rôle clé des entreprises. Je pense que ça peut être utile si tu rappelles un peu les quelques chiffres parce que tout ne relève pas du ressort individuel. C'est hyper Ouais, important que ce soit bien rappelé. Et ouais. justement, quels sont les leviers d'action en tant que dirigeant, les 3 grands leviers d'action sur les enjeux climatiques, et pareil, peut-être en tant que salarié, ça peut être, je pense, très précieux de les rappeler. Ouais, ouais, ok. Ouais, donc tu as raison. Quand on fait la fresque et qu'on démarre le débrief sur la fin, le débat autour de ce qu'il faut faire, les actions qu'on peut mener à titre individuel, elles viennent souvent en premier. Voilà. Donc c'est bien, ok, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Manger moins de viande, moins prendre l'avion, etc. Okay. Mais on sait aussi très bien que ces leviers, ils sont pas suffisants et qu'il va falloir que ça se passe également au niveau des entreprises. Donc on va très vite sur le domaine des entreprises et puis on dit il faudrait que les entreprises fassent ceci, cela, etc. Et puis là, à nouveau, on bloque sur un truc qui est ah ouais, mais c'est pas rentable, donc elles le feront pas. Ok, c'est pas rentable, donc elles le feront pas, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mort? Ben non, c'est pas mort, ça veut dire qu'il faut changer les règles du jeu. Donc on passe à un cran encore au-dessus qui est celui du politique et des règles du jeu. Donc les règles du jeu économiques, le prix du carbone, les quotas, la réglementation, les normes, les obligations. Et là-dessus, ben, il y a des choses à faire et les entreprises, ben, elles ont un rôle à jouer en fait, qui est celui d'aller parler aux politiques. Ça s'appelle le lobbying et il n'y a rien de mal à faire du lobbying. C'est tout à fait normal que les experts d'un domaine, qui sont les acteurs de ce domaine, aillent parler aux politiques pour lui dire, ben, nous on pense qu'il faudrait faire ceci, cela. Après le politique, il est politique, hein, donc il décide, hein, il écoute ou pas les gens qui parlent. C'est là qu'il a un rôle à jouer. Mais qu'il les écoute, c'est la moindre des choses. Et donc les boîtes doivent aller faire un lobbying dans le bon sens au niveau de leurs États et, et plaider pour des mesures qui changent les règles du jeu. Et une fois que les mesures seront prises, et une fois que les règles auront changé, eh ben, elles s'adapteront, elles pourront enfin faire les investissements qu'elles rêvaient de faire pour réduire leur empreinte carbone. À part que la différence, ce sera que ce coup-ci, ce sera rentable de les faire, ces investissements. Voilà à quel niveau ça va jouer. Aujourd'hui, dans les entreprises, on voit beaucoup de boîtes qui se positionnent sur des engagements sur le climat. Alors, on entend parler de science-based target, d'ambition de neutralité à échéance de 2050, 2040, voire 2030. Neutralité carbone, je ne sais pas si elles se rendent compte de ce que ça veut dire, mais c'est des enjeux qui sont hyper durs à atteindre. Et pour moi, la question, elle n'est pas là du côté des entreprises, parce que on sait très bien, ils peuvent faire tous les beaux discours qu'on veut. Quand tu auras dans la balance des tonnes de CO2 d'un côté et des euros de l'autre, on sait très bien qu'est-ce qui gagne. Donc pour l'instant, une boîte, elle n'a pas comme mission de sauver le monde et de payer pour sauver le monde. C'est pas dans sa définition, c'est pas dans sa mission, et ça ne le sera jamais. Et arrêtez de nous faire croire que vous voulez sauver le monde et que vous êtes prêt à payer pour ça. C'est pas vrai. Mais c'est pas ce qu'on vous demande non plus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Les boîtes aujourd'hui, elles doivent évidemment réduire leur empreinte carbone le plus possible parce que sinon elles se mettent en danger. Il faut qu'elles tablent notamment sur un prix futur du carbone qui adviendra quoi qu'il en soit. Mais ça déjà, c'est pas gagné. Hein. Elles n'y croient pas forcément à un prix futur du carbone. Tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément de raison d'y croire d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de signaux qui nous le disent. Mais c'est une question d'éthique. Il faut se dire que ça adviendra. Il faut également en parallèle plaider pour que le prix arrive. Donc, elles vont réduire leur empreinte. Simplement, en plus de ça, il faut aussi qu'elles se préparent à autre chose. C'est que si je suis une entreprise qui fabrique un produit qui est très carboné, si je fais le pari que le reste du monde va décider de rester sous les 2 degrés, eh bien, mon produit, je peux m'attendre à ce que demain, j'en vende moins qu'aujourd'hui. Et ça pose des questions. Donc, si demain, je vends beaucoup moins, alors je ne sais pas si je fais du ciment, par exemple, demain, j'en vendrai moins. La question est de savoir si je vais mettre la clé sous la porte ou si je vais m'adapter et je vais vendre plus autre chose que du ciment. Je vais vendre des prestations, par exemple, pour faire du ciment plus efficace, pour alléger la quantité de ciment dans un bâtiment, etc. Et ça, c'est des questions vraiment importantes. Comment est-ce qu'on peut baisser les volumes et maintenir un chiffre d'affaires tout en baissant les volumes? C'est des choses qui se sont faites dans le passé, et il y a des exemples qui existent, et donc il faut s'en inspirer, il faut regarder ça. Donc les entreprises doivent beaucoup plus se focaliser sur non pas les émissions dont elles sont responsables, hein, c'est pas une question d'être responsable, d'être coupable de tout ça, on est tous dans le même panier, dans le même bateau, il va falloir globalement réduire nos émissions, donc il
Il n'y a pas de notion de bien et de mal. L'enjeu pour les boîtes n'est pas seulement de réduire les émissions dont elles sont responsables, c'est aussi de réduire les émissions dont elles sont dépendantes, c'est-à-dire celles qui doivent avoir lieu pour qu'elles continuent de faire du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, si je vends du ciment et que mes clients qui ont pris des engagements de réduire leur empreinte également à eux, si mes clients se mettent à acheter moins de béton parce qu'ils vont vers d'autres solutions et qui dimensionnent mieux les bâtiments pour moins en utiliser, eh ben, je vais moins en vendre. Voilà. Et c'est ces questions-là que les boîtes doivent regarder aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si elles le font pas, elles vont mourir, elles vont mettre du monde au chômage, c'est pas une bonne chose. Et puis également, si ça leur arrive sur la figure, elles vont aller faire un lobbying pour empêcher les politiques climatiques d'avoir lieu. Et ça, c'est très mauvais. Donc, il ne faut pas qu'elles s'opposent à ces politiques climatiques, il faut qu'elles les défendent, il faut aussi qu'elles les anticipent et qu'elles s'y adaptent. Et il est là le vrai enjeu dans les boîtes aujourd'hui. C'est pas juste de faire du greenwashing, de faire de la com autour de nos engagements. Des engagements à 30 ans, ça n'a aucun sens. Ce qui a un sens, c'est la réduction à court terme et c'est surtout l'anticipation du business model. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'hyper paradoxal dans cette histoire, c'est que les boîtes prennent des engagements de neutralité, mais ensuite, en termes de stratégie, elles font comme si l'ensemble de leur écosystème, leurs clients, leurs fournisseurs, etc., n'allaient pas eux-mêmes tenir leurs engagements. C'est quand même assez paradoxal. Si moi j'ai des engagements, je peux quand même faire le pari que mes confrères, que mes concurrents, que mes fournisseurs et que mes clients vont aussi tenir leurs engagements. Bah, s'ils le tiennent, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Si mes volumes baissent, il faut que je m'y prépare. Il faut que je vois comment je gagne plus d'argent par volume pour maintenir mon activité ou je switch sur un autre produit, sur une autre technologie, quitte à ce qu'elle coûte cher et puis que je me prépare à la financer, à l'amortir. Moi, j'ai deux, trois rebonds spontanés. Il y a des sujets où, en fait, du coup, si je résume ton propos, de dire, en fait, il faut changer le cadre réglementaire et c'est à ça que sert la politique. Et c'est comme ça que les entreprises changeront après, puisqu'en fait, une fois qu'on est contraint, et l'exemple du confinement, à dire, bah, tout le monde doit être chez soi, en fait, on règle une pandémie comme ça en mettant des mesures contraignantes pour les gens. Donc, il faut mettre ces mesures contraignantes. On sait tous qu'il y a un problème en fait de prise de décision politique et que le temps politique est très long par rapport à la criticité des enjeux. Et en fait, du coup, dans ta suggestion, c'est de faire du lobby, mais il y a sans doute aujourd'hui déjà quelques grandes actions que peuvent mener les entreprises qui ont un ROI et qui ont un impact positif, non ? Sur quelques grandes actions, sans attendre qu'il y ait des changements. Il y en a. Il y a quelques actions à prendre en compte qui peuvent s'amortir et qui ont un coût qui n'est pas financier. Par exemple, décider de prendre le train au lieu de l'avion pour les collaborateurs, oui, ça peut avoir un coût financier parce que quelquefois le train est plus cher que l'avion, mais en même temps, comme on bosse mieux dans le train, si on regarde bien l'équation, on y gagne financièrement. Il faut juste mettre autour de la table les acheteurs avec les RH pour qu'ils prennent le temps de travail dans le calcul du prix de revient du trajet. Et ça, c'est pas très compliqué à faire. Et c'est surtout lutter contre les idées reçues, contre les habitudes, et puis peut-être la grogne de quelques personnes qui aiment bien prendre l'avion pour accumuler des maths. Ouais, et au-delà de ces quelques questions de transport qui est un peu anecdotique, est-ce qu'il y a d'autres choses, clés, parce que pour moi il y a des sujets d'économie d'énergie qui peuvent être faits. Enfin, j'en vois quelques autres. Oui, bien sûr qu'il y a quelques investissements qui peuvent s'amortir sur la rénovation thermique dans le bâtiment. Dans certains cas, ça va s'amortir économiquement, mais il faut bien être conscient que c'est quand même pas la majeure partie des cas. Aujourd'hui, avec le prix de l'énergie, la rénovation thermique du bâtiment, en tout cas poussée à un niveau où on baisse suffisamment la consommation, c'est pas toujours rentable. C'est-à-dire que passer d'une classe F à une classe B ou à une classe C, ça va coûter que dalle et puis là on gagne plein d'argent. Passer d'une classe C à une classe A, voire largement en dessous des 50 kWh par mètre carré par an ou du BPOS, ben là c'est pas sûr d'amortir. Voilà. Donc, s'il n'y a pas des aides, s'il n'y a pas un prix de l'énergie dont il est prévu qu'il augmente au cours du temps, eh bien, les choses ne se feront pas. Voilà, il faut regarder de plus près, quoi. Faut pas se percer d'illusions et se dire que toute économie d'énergie va se rentabiliser financièrement. Quand tu as un payback sur un siècle et demi, donc tu ne peux pas.
C'est très clair. Et par rapport à ta remarque sur en fait les entreprises sont là pour en fait maximiser le profit et point barre. Il y a quand même deux sujets par rapport à ça. Il y a un mouvement. Bon, il y a les entreprises à mission, on peut être critique ou des choses comme ça, des labels B Corp qui se mettent à émerger. Et puis il y a en fait une poussée aussi chez des dirigeants. Et les dirigeants ont toujours eu un rôle politique. Enfin, c'est-à-dire même sur les questions de retraite, elles sont apparues dans des entreprises avant. Enfin, c'est des mécanismes qui ont précédé l'émergence souvent de la loi politique pour tout le monde et qui font qu'il y a des dirigeants, je sais pas si le terme éclairé est le bon, mais qui en fait font en sorte de prendre des mesures parce qu'elles vont leur faire des économies. Et est-ce que tu penses pas que du coup justement typiquement les dirigeants et aussi les salariés ont intérêt à les faire accélérer? Et quel levier tu vois vis-à-vis de ça? Parce que moi je vois un énorme potentiel, même si les politiques agissent pas, de se dire en fait on va forcer les politiques à agir en prenant le pas sur ce que sera la loi contraignante pour tous. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. C'est pour ça qu'un enjeu hyper important pour la fresque, c'est de se déployer au sein des entreprises, parce que c'est là qu'on va avoir un levier hyper important. Les politiques, ils écoutent d'une oreille, ils écoutent les citoyens, et de l'autre, ils écoutent les entreprises, enfin les lobbies. Donc, il faut travailler sur le niveau des salariés et des dirigeants. Donc, quand on fait la fresque dans une entreprise, ça peut partir du terrain, des salariés qui ont connu la fresque et qui le font avec des collègues à la pause de midi sur un coin de table ou au cours d'un séminaire d'équipe en mode team building. Et puis ensuite, ça fait tache d'huile à l'intérieur de la boîte. Et puis ça arrive à un moment donné au niveau de la RSE qui se dit, ah, c'est intéressant, on va contacter cet asso, on va voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. On trouve des prestataires et puis on fait un début de déploiement. Et puis à un moment donné, ça passe au niveau du COMEX. Et puis, il peut y avoir une décision de déployer plus largement. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis dans leurs engagements de sensibiliser le personnel aux questions du climat. Moi, ça tombe bien. Du coup, ils ont un outil qui est un bon rapport qualité-prix pour le faire. Et ils y vont. Et à un moment donné, ça va atteindre toutes les strates de la boîte, y compris les dirigeants. Et là, on commence à faire des choses intéressantes et à avoir une sensibilisation de ces dirigeants qui vont pouvoir orienter la politique de l'entreprise dans le bon sens. Mais je maintiens que si il s'agit de réduire l'empreinte à un coût financier qui n'est pas supportable pour la boîte, ça ne se fera pas. Et un dirigeant qui est convaincu, pour qu'il aille convaincre son conseil d'administration, si c'est en leur disant voilà, il faut qu'on fasse comme ça et puis on va perdre 3 points de marge de faire ça, mais c'est bon pour la planète, il sera jamais suivi par ses confrères. Donc le message passera beaucoup mieux quand on arrivera en disant bon là. Aujourd'hui, le prix du carbone n'est pas encore assez élevé pour qu'on aille dans cette direction-là, mais on va le faire en anticipation. Et regardez, si on prend une hypothèse d'augmentation du prix du carbone de temps, on aura switché de technologie, on aura switché sur notre technologie bien en amont des concurrents pour être opérationnel. Et dans 5 ans, on a un payback hyper important sur cette technologie. Ça va leur parler. Adapter la stratégie de l'entreprise au fait que le monde va changer, ça également, c'est leur rôle. Voilà, donc les dirigeants, ils doivent assurer ce rôle de préserver la santé de l'entreprise dans un monde qui change, à part qu'aujourd'hui, ils ne voient pas que le monde va changer, puisque on est qu'au tout début de cette transition. Enfin, ça fait 30 ans qu'on en parle, mais il se passe globalement quand même pas grand-chose par rapport à, quand on connaît bien le sujet, par rapport à l'ampleur de ce qui doit advenir. Il se passe encore pas grand-chose. Simplement, si on se dit que l'objectif c'est de rester sous les 2 degrés parce que sinon nos enfants vont vraiment en pâtir, eh ben, il faut aussi faire l'hypothèse que ce sera le cas. Et du coup, s'adapter en fonction. C'est super intéressant. Là, nous, on réunit une communauté avec Vendredi et tous nos webinaires sont ouverts de plus de 110 entreprises qui souhaitent proposer à leurs collaborateurs de s'engager sur une partie de leur temps professionnel et aussi personnel pour des actions impact positif au sens très large. Et il y a plein d'enjeux de dire, OK, comment qu'on soit dans une entreprise de 15 personnes ou une entreprise de 25 000, de comment on réussit à mettre en mouvement le collectif, en fait, inspirer les gens, leur donner la capacité d'agir, changer la culture. Est-ce que tu as quelques conseils à donner en fait à ces personnes qui nous écoutent, qui ont tous envie, soit qui sont déjà en action, soit qui se mettent en action, sur dire ok comment vous allez réussir à faire bouger votre collectif? Et après j'ai une question pour les dirigeants associatifs derrière. Ah oui, ouais. Déjà, je pense qu'il faut partir du principe que dans une entreprise, les salariés sont aussi des citoyens. Et il n'est pas question de laisser sa casquette de citoyen au vestiaire quand on entre dans la boîte. On le fait déjà
politique, du religieux, etc. À un moment donné, faut dire stop, quoi. Je ne peux pas, je ne sais pas ne plus être un citoyen quand je suis dans l'entreprise. Sinon, c'est une véritable schizophrénie. Sinon, ça veut dire que je bosse dans une boîte qui est inhumaine si je ne peux plus être un citoyen quand je suis salarié. Donc déjà, il faut s'autoriser à être un citoyen quand on est un salarié et personne ne pourra légitimement vous le reprocher. Donc, ben, créer des collectifs de gens qui vont se réunir pour bosser sur comment est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Donc, notamment en passant par la sensibilisation et la fresque, c'est vrai que c'est un bon outil pour faire ça. Je pense que ça, c'est des choses qui font vraiment avancer les choses dans les boîtes. Comme je le disais tout à l'heure, hein, je le rappelle, la sensibilisation du public, et donc là, en l'occurrence, des confrères, des collègues, sur les questions de climat, reste la priorité pour les années à venir. Et puis, il n'y a pas que le climat. Hein. En plus, je parle du climat, mais derrière, il y a aussi la biodive, les questions énergétiques et plein d'autres sujets. Donc ça, c'est important. Donc, s'organiser, former les collègues et puis monter le plus vite possible dans la hiérarchie pour toucher les dirigeants dans la boîte sur ces sujets-là. Donc la fresque pour démarrer, mais après, il y a plein d'autres outils pour continuer de se former au bilan carbone, se former à la stratégie sur ces sujets-là. Et voilà. Très clair. Et donc, à l'origine du projet Vendredi, c'est un projet associatif qui est aujourd'hui hybride. Et derrière une association, il y a la mission de dire, en fait, sa raison d'être, c'est de disparaître. Du coup, et je pense qu'il y a beaucoup des responsables associatifs qui sont en fait passionnés par leur sujet et qui souhaitent disparaître, ce qui est une très belle mission. Et c'est extrêmement difficile en tant qu'association de réussir à ça. Il y a plein de leviers. Ça peut être, on peut faire du plaidoyer, changer la loi, c'est une bonne façon de dire disparaître. On n'a plus besoin d'exister, c'est devenu obligatoire. On peut faire de la sensibilisation comme la fresque. On peut être plus opérateur de terrain, comme peuvent être des acteurs plus connus, comme le Secours populaire. Faut prendre des exemples. Ce qui est très dur à faire, c'est de trouver des actions réplicables et qui marchent. Et du coup, comment vous avez fait avec la fresque pour réussir ça? Et après, comment vous êtes tenu au choix de, on garde qu'une seule action et puis on va la répliquer? Ouais. Il y a un point important dans cette histoire, c'est le business model de l'association. Donc là, nous, on a une chance assez incroyable, c'est qu'on a un business model en propre. On n'a jamais eu besoin de subventions, de sponsoring ou quoi que ce soit, parce que, en fait, quand j'ai créé l'outil, j'ai tout de suite dit que tout le monde pouvait s'en servir déjà, et qu'on pouvait s'en servir, y compris dans un cadre professionnel. Donc, des consultants peuvent aller faire des fresques moyennes en finance dans des entreprises, et les entreprises peuvent l'utiliser en interne. Par contre, tout de suite, j'ai dit que s'il y avait un usage commercial, il n'y a pas de raison que ce soit gratuit. Et donc, il y a un usage commercial possible, mais il y a un reversement de dividendes. Donc, il y a les animateurs qui utilisent la fresque en se faisant rémunérer, ils doivent reverser 10%. Donc, à l'origine, ils me les reversaient à moi, en tant qu'auteur. Et puis, les entreprises qui l'utilisent en interne, elles payent 3 € par participant. Et quand on a créé l'association pour diffuser l'outil, ces droits d'utilisation, je les ai cédés à l'association. Donc aujourd'hui, l'association, elle touche des milliers d'euros par mois de droits d'utilisation, et de temps en temps des dizaines ou des centaines de milliers d'euros quand c'est des entreprises qui payent leurs droits d'utilisation pour tous les salariés un peu en avance. Et ça lui permet d'avoir les moyens de vivre, de recruter. Donc, il y a plus de 10 personnes dans l'équipe. Aujourd'hui, on est à 13, 14 en ce moment dans l'équipe de la fresque. Et ça permet de grossir sans avoir besoin des autres. Et c'est important de ne pas avoir de tabou avec l'argent quand on est dans des associations qui veulent sauver le monde. C'est malheureusement beaucoup trop souvent le cas. Désolé, mais il y a besoin d'argent, il y a besoin d'aller prendre l'argent là où il est. Il faut avoir un business model rentable et après, il faut foncer. Voilà. C'est j'ai un message à passer, c'est celui-là. N'ayez pas peur d'avoir un business model qui fonctionne et qui est rentable. En tout cas, nous, on n'aurait jamais pu suivre ce rythme de progression sans avoir un business model, parce que si on devait se baser sur des subventions, le temps de faire un dossier, on montre notre compta de l'année dernière, le temps d'obtenir le dossier, on a déjà notre taille a déjà été multipliée par 5, et donc le budget qu'on obtient il est dérisoire par rapport à nos besoins. Donc on n'aurait jamais pu se baser sur ni du mécénat ni des subventions publiques pour avancer. Donc en plus d'avoir une action très concrète, une gouvernance et un mode de prise de décision, il faut aussi un business model. Du coup, on arrive à la fin. Donc, si vous souhaitez poser des questions à Cédric, parce qu'on a quasiment rebondi sur tout, n'hésitez pas. Cédric, avant peut-être de nous laisser, du coup, si tu avais un call to action par rapport à la fresque pour nos auditeurs, en fait, qui peuvent être soit du coup
des dirigeants associatifs, soit des dirigeants en entreprise responsables de RSE ou des salariés, soit des citoyens, puisqu'on a aussi des citoyens qui viennent. Ce serait quoi tes call to action par rapport à ce que vous faites et le magnifique projet que vous menez? J'ai envie de dire quelque chose de simple, c'est si vous n'avez pas encore joué à la fresque, c'est de vous inscrire sur un événement pour pouvoir y participer, donc par l'association. Par mon intermédiaire également, c'est possible. Moi, j'anime quelques fresques de temps en temps en présentiel, tant qu'on y arrive, hein, en tout cas, en présentiel 1 ou 2 fois par mois. Donc, je peux éventuellement laisser mon mail pour ceux qui veulent me contacter. Donc, faire une fresque si vous connaissez pas, et si vous connaissez, soit vous êtes formé à l'animation et vous animez en interne dans votre entreprise, soit vous trouvez un prestataire. Donc, je fais partie de ces prestataires, mais il y en a plein d'autres qui peuvent vous proposer d'animer des fresques en interne et puis aller le plus vite possible vers un déploiement pour l'ensemble du personnel, ou en tout cas tous ceux qui ont envie de jouer dans l'entreprise. Ce sera la première brique d'une démarche qui ira bien au-delà de la fresque, qui, je l'espère, qui amènera votre boîte vers une prise de conscience importante, la mise en place de politiques, de groupes de réflexion autour du carbone et de la stratégie à long terme. Donc voilà, à mon avis, ce qu'il y a à faire. Est-ce que tu as transmis les liens à Héloïse pour ça, si les gens veulent se renseigner facilement, tu peux les transférer dans le chat sur ces 2 dimensions, parce que je pense que ça permettra aux gens de tout de suite passer à l'action, ce qui est toujours une bonne chose. Il y a une question de Jean-Baptiste qui est de dire il y a des startups qui existent pour motiver les salariés à s'impliquer, à avoir de l'impact dans leur entreprise, notamment comme le modèle de vendredi. Est-ce que toi, tu penses que c'est un levier efficace pour faire avancer vers la transition sans dépenser trop de CAPEX? Alors, qu'est-ce que ça veut dire un CAPEX, Cédric, si tu sais le formaliser pour les personnes qui ne connaissent pas? Qu'est-ce qui est une bonne solution, on dit? En fait, des startups qui existent pour motiver les salariés à s'impliquer, à avoir de l'impact positif sur la transition des entreprises, est-ce que tu crois que c'est une solution qui est pertinente? Question qui est posée pour aider les entreprises à avancer. Des startups en question? Comment? Tu n'as pas un exemple plus précis des startups en En fait, question? c'est des modèles comme Vendredi, qui sont des plateformes d'engagement citoyen des entreprises. Enfin, il y a pas mal d'acteurs qui se développent, puisque comme le besoin existe dans les entreprises. Est-ce que toi, tu as un avis sur ce sujet? Oui, je pense que vendredi, par exemple, on a envisagé de travailler ensemble avec la fresque, et c'est exactement le genre de choses d'initiatives qui peuvent faire bouger les choses, parce qu'il y a un besoin d'engagement de la part des salariés. Il y a des boîtes qui sont OK pour que des gens passent du temps sur des sujets qui ont du sens pour eux, et donc ça commence à avoir lieu de plus en plus. Ça commence à rentrer dans les mœurs, en fait, de pouvoir passer du temps pour faire des choses utiles à la planète sur son temps de travail. Donc ça, il faut absolument le déployer. Et donc, comme je disais tout à l'heure, pour que ce soit des choses viables, il faut qu'elles aient un business model. Donc, des startups qui se lancent là-dessus, c'est une bonne chose. Après, comme je connais pas suffisamment précisément ce qu'elles font, je peux pas en dire plus, mais c'est a priori des bonnes idées. Je te remercie beaucoup pour le temps d'échange. Je pense que les gens étaient ravis de participer. Est-ce que tu as une idée pour un intervenant? On fait un échange par mois. Le but, c'est d'être sur un sujet de société, donc pas le climat dans l'idéal, parce que la dernière fois, on avait Maud Sarda qui nous a parlé du sujet en fait, tout ce qui est l'économie circulaire et le reconditionner. Est-ce que tu as une idée d'une personnalité qui serait inspirante pour la communauté qu'on anime et qui aurait à partager? Qui soit pas sur le climat. Qui soit pas sur le climat. Après, s'il y a quelqu'un d'incroyable sur le climat, tu penses à qui sinon? Il aurait fallu que tu me poses la question à l'avance pour que je prépare. Là, j'ai pas d'idées qui viennent comme ça. J'ai plein d'idées d'intervenants, mais pas forcément dans le contexte précis que tu me décris là, qui est beaucoup orienté. Oui, je veux marquer Janco. Il y a un fan de Janco dans le public. Janco, ce serait une très bonne idée. Il faut encore qu'il ait le temps. Mais ouais, désolé, si une idée me vient, mais sur autre chose que le climat, je te dirais, mais voilà, si j'ai des réponses, elles sont plutôt malheureusement tournées autour de cette thématique, sur laquelle je suis plus. Encore merci Cédric Merci à toi. pour le témoignage. Et puis on va tous faire des fresques et en parler autour de nous. Et puis bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas, il y a un sondage là, du coup, pour évaluer l'échange qu'on a eu et partager en fait des retours. Voilà. Bonne journée et puis à bientôt pour un autre événement de la communauté. Merci beaucoup.